Le, le titre de ma sermonnette, ou comment je propose un peu de tituler cette sermonnette-là, c'est s'inquiéter de l'intelligence. S'inquiéter de l'intelligence. Donc, tout d'abord, un avertissement, rapidement. Je veux parler sur l'intelligence artificielle. Mais je ne suis pas ici pour la défendre ou débattre. En autre avertissement, je n'utilisais aucun outil logiciel dans l'intelligence artificielle pour écrire cette sermonnette, donc ne vous inquiétez pas, je l'écris moi-même. Au lieu de cela, j'ai traversé de nombreux blocages, de nombreux obstacles de créativité. Et j'ai demandé à Dieu de m'aider à écrire chaque petite ligne. J'aimerais commencer cette sermonnette en essayant de démystifier, si on veut, ou d'expliquer tout simplement qu'est-ce que l'intelligence artificielle. Parce que c'est une nouveauté, on entend beaucoup, il y a dans les nouvelles, on entend beaucoup sur plusieurs choses là-dessus. C'est une nouveauté, mais en fait, juste pour vous faire savoir, l'intelligence artificielle influence nos vies depuis de nombreuses années maintenant. Et on a maintenant sur Zoom, on a dans nos téléphones, dans les logiciels qu'on utilise, même pour notre jour à jour. Donc, qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Et j'aimerais la démystifier parce que ça va m'aider pour la seconde moitié de ma sermonnette à vous expliquer pourquoi l'intelligence m'inquiète. Ce que nous appelons l'intelligence artificielle est un ensemble de programmes informatiques complexes qui imitent apparemment la façon dont les êtres humains pensent. D'où les mots artificiel et intelligence. Je vais essayer d'expliquer tout simplement les origines de l'intelligence artificielle comme contexte pour mon message principal. C'est quelque chose de complexe, mais l'intelligence artificielle est basée sur des principes que l'humanité connaît très bien depuis de nombreuses années. Les programmes informatiques ont commencé il y a de nombreuses années comme séquençage des marches et arrêts électriques, ouverture ou fermeture des interrupteurs électriques, des on et off. On et off. Nous avons alors décidé de nommer ces états électriques, l'état de on et off, l'état d'arrêt ou de démarrage, de nommer ces états électriques comme 1 et 0. Donc, il y a un état numéro 1 et il y a l'état 0. C'est là, parce que l'humanité est très intelligente, cela nous a permis d'utiliser des outils mathématiques parce que le 1 et 0, ce sont des chiffres, des numéros. Au fur et à mesure que la technologie s'est améliorée, nous avons pu adapter cette commutation entre le 1 et 0 dans des espaces minuscules. Avant, c'était des gros interrupteurs, mais maintenant, ces gros interrupteurs se trouvent dans des espaces très minuscules. Et pour le voir, ces interrupteurs-là, qui s'appellent les transistors, il faut avoir des microscopes spécialisés. Nous sommes devenus si habiles. Bon, alors, pour pouvoir coordonner le séquencement de cette commutation électrique, c'est juste une commutation électrique de on et off, très rapide dans des espaces minuscules, nous avons créé des langages. Parce que les humains, nous créons des langages aussi. Premièrement, il s'agissait des langages câblés, littéralement, pour se communiquer. On utilisait des câbles entre les sources d'électricité et les interrupteurs. Donc, on avait beaucoup de câbles, plusieurs câbles. Et si vous voyez les photos des ordinateurs dans les années 40, 50,
Vous allez voir beaucoup de câbles. Maintenant, il y a presque rien de câbles, non? Ensuite, nous avons nommé la façon dont ces câbles étaient commandés et nous avons utilisé des mots que nous utilisons, des mots que nous connaissons. L'ordre de séquençage de câblage à travers le langage humain est devenu connu sous le nom de programmation ou codage. Avant, on câblait beaucoup de choses, mais maintenant, on peut dire, bon, si tu reçois un 1 ici, et s'il y a d'autres conditions, tu auras un 0 à la fin. Mais si la condition change, tu auras 1. Tout ça, c'était câblé, mais nous avons nommé le séquençage des câbles. Bon, alors, maintenant que nous pouvions commencer à utiliser des mots que nous comprenions, nous avons réalisé des programmes informatiques complexes. Ces programmes impliquent des millions de lignes de code qui tentent de transmettre des idées humaines spécifiques de manière ordonnée ou coordonnée. Mais écrire du code spécifique pour des tâches spécifiques peut être très difficile. Pour ce faire, nous devons apprendre beaucoup à propos de cette tâche avant de pouvoir la mettre sous la forme d'un code. Donc, si je veux qu'un petit robot se déplace de la cuisine à la salle de bain, au début, on ne pouvait pas dire robot, allez à la cuisine à la salle de bain. Il a fallu écrire des millions de lignes de code pour dire si tu trouves le coin, mais s'il n'y a pas ces genres de stack, et si des millions de lignes de code pour expliquer chaque petit ordre que nous voulions donner à ce robot-là. Il a fallu l'écrire, même en utilisant des mots, mais il a fallu l'écrire. C'était très complexe pour le faire. Il a fallu bien connaître la tâche au détail. Pour cet exemple du robot, il a fallu connaître l'environnement, il a fallu connaître la maison où le robot sera, connaître beaucoup de choses que pour nous, ça vient un peu avec l'intuition ou avec notre intelligence. Nous sommes donc tournés, encore une fois, vers des outils mathématiques connus depuis des milliers d'années. Nous nous sommes tournés vers les statistiques et nous sommes tombés sur la science des grands nombres. Mais qu'est-ce que la science des grands nombres? Tout simplement, c'est-à-dire que lorsque vous faites une expérience une fois, vous vous tromperez probablement. Mais quand vous le faites 1000 fois, vous finirez peut-être par bien faire les choses. Ainsi, nous avons demandé à nos ordinateurs d'effectuer au hasard des millions de tests, dans millions de façons, dans des millions de choses. Il y en a même millions 3 fois. Et nous allons entendre ces 3 principes de l'intelligence pendant ma sermonnette. Millions de tests, millions de façons, dans des millions de choses. Il y a 3 principes de l'intelligence. Comment ça marche? Nous donnons aux ordinateurs une énorme quantité d'informations et leur disons de tester ces informations au hasard. Plus le résultat était bon, plus l'ordinateur conserve le programme qui fonctionnait le mieux. Ainsi, par exemple, pour faire la différence entre une image d'un cheval et l'image d'une chaussure, les ordinateurs ont reçu des millions de photos de chevaux de chaussures. Puis, ils ont créé des millions de programmes pour les différencier. Et après les avoir testés des millions de fois, ils arrivaient finalement à un programme capable
de différencier efficacement entre un cheval et une chaussure. Et il le fera sans que l'ordinateur ou nous, les humains, sachions exactement comme il le fait. C'est seulement fait. Parce qu'il s'agit d'un programme créé au hasard complètement. Mais au hasard, il est arrivé un programme qui faisait le boulot. Ça a l'air génial, mais il faut faire attention. Il faut se rappeler les 3 principes. 3 principes, tester, faire de beaucoup de tests, beaucoup de fois, dans beaucoup de choses. Il faut faire attention, car si vous voulez que le programme fasse la différence entre le cheval et une chaussure, mais que vous lui donniez des photos de parapluies, les mauvaises données corrompront le programme. Et le programme pourrait ne pas très bien fonctionner. Ou peut-être qu'il a toutes les informations correctes, mais l'ordinateur a reçu le mauvais test. Et au lieu d'appeler un cheval, cheval, il appelait tableau. On arrive alors à un programme qui ne fonctionnera très bien. Tout cela peut-être semble vaguement familier. C'est parce que ça l'est. Les humains ont créé des programmes inspirés de nos propres méthodes d'apprentissage, de notre propre intelligence. Nous, les êtres humains, nous apprenons par essais et erreurs. Et entre nombreux essais et erreurs, nous nous améliorons un peu en grandissant. Nous apprenons de nouvelles compétences ou changeons nos attitudes ou devenons plus créatifs. Et nous le faisons sans savoir exactement comment cela se produit. On l'appelle l'intelligence artificielle parce que ça imite notre intelligence. Certaines personnes s'inquiètent de l'intelligence artificielle. Et peut-être on a raison, ou peut-être pas. Je ne suis pas ici pour en discuter beaucoup sur l'intelligence artificielle. Comme je l'ai déjà mentionné, l'intelligence artificielle est un ensemble de programmes informatiques qui ont beaucoup appris d'une manière que nous ne comprenons pas ou nous ne contrôlons pas entièrement. Je pense qu'il est normal de vouloir mieux contrôler ces technologies pour éviter qu'elles nous fassent du mal. De la même manière que nous contrôlons l'énergie nucléaire, par exemple. Nous avons trouvé quelque chose d'extraordinaire avec l'énergie nucléaire, mais c'est très dangereux. Et il faut le contrôler parce que l'énergie nucléaire peut faire du bien ou peut faire du mal. Je suis ici plutôt pour dire qu'il faut se méfier d'un autre type d'intelligence qui existe depuis longtemps. Nous devons nous méfier de l'intelligence humaine. C'est l'intelligence humaine qui a créé l'intelligence artificielle. Et c'est l'intelligence humaine qui a créé beaucoup d'autres choses. L'intelligence artificielle a été créée pour imiter la façon dont nous grandissons et apprenons. Veuillez noter que j'utilise le verbe imiter, car elle essaie de recréer la façon dont la pensée humaine est développée. Je ne sais pas où... je ne suis pas ici pour voir s'il recrée complètement la même expérience. Mais étant donné que cela imite notre façon de penser, et vu les dangers d'une intelligence artificielle corrompue, parce qu'une intelligence artificielle corrompue peut affecter les outils informatiques que nous utilisons, nous devons être conscients de ne pas corrompre notre
propre intelligence. Et nous devons également être conscients de ne pas corrompre l'intelligence des autres. Nous devons également nous éloigner de l'intelligence humaine qui a déjà été corrompue. Telle que l'intelligence artificielle, nous avons obtenu des informations de milliers de sources depuis le tout début de notre vie. Toutes les impulsions lumineuses qui entrent dans nos yeux, ou les vibrations d'air qui battent dans nos tympans, l'excitation de nos nerfs dans notre peau, les réactions chimiques dans notre bouche et les odeurs captées par notre nez. Toutes ces choses sont des sources d'informations que nous recevons quotidiennement de façon que nous ne pouvons pas que commencer à comprendre. C'est quelque chose à laquelle réfléchir. Nous prenons toutes ces informations et les traitons dans notre esprit pour nous informer de notre monde et décider comment y réagir. Nous voyons des vidéos, nous entendons des sermonettes, nous mangeons de bons repas ou de mauvais repas. C'est ainsi que nous formons aussi notre personnalité. Il est tout à fait normal que si nous sommes nourris ou que nous nous sommes nourrissons de mauvaises choses, notre train de pensée finira par dérailler et nous penserons de manière erronée et non de la manière que nous sommes appelés à penser. Dieu nous a dit dans de nombreuses parties des Écritures que nous devrions chercher de bonnes informations, de bonnes données. Accompagnez-moi, s'il vous plaît, à au premier verset d'aujourd'hui, aux Philippiens, à la lettre aux Philippiens, chapitre 4. La lettre aux Philippiens, chapitre 4, verset 8. Philippiens 4, 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Donc, tel que l'intelligence artificielle, nous avons besoin de bonnes données d'entrée. Il faut chercher de bonnes données, de bonnes informations. Ça, c'est le premier pilier de l'intelligence que nous avons nommé tantôt. Chercher beaucoup de bonnes choses. Qu'en est-il de la manière dont nous traitons ces données? Comme l'intelligence artificielle se corrompt lorsqu'elle soumet de bonnes données aux mauvais tests, nous devenons corrompus et souvent lorsque nous analysons notre environnement de la mauvaise manière. Même si nous avons une bonne contribution qui alimente notre esprit, ce n'est pas bon si nous n'avons pas les bons outils pour discerner ces choses de manière appropriée. Tester les données ressemble beaucoup à quelque chose que nous faisons dans une expérience humaine importante. L'éducation. Il n'est pas surprenant que certains des algorithmes informatiques les plus populaires soient appelés apprentissage automatique. Nous avons besoin d'un bon apprentissage, d'une bonne éducation. L'éducation commence à la maison lorsque nous sommes enfants. Nos parents ou nos aînés nous enseignent ce qu'il faut manger, ce qui est dangereux, ce qui est amusant, ce qui est beau. Mais cela ne s'arrête pas à l'enfance. Cela continue tout au long de notre vie. Au fur et à mesure que nous grandissons, nous devenons plus responsables de notre propre éducation. Si nous ne cherchons pas activement à nous éduquer de la bonne manière, nous nous égarerons et serons éduqués de manière erronée, peut-être paresseuse, peut-être sournoise. Et tout comme nous avons besoin de beaucoup de bonnes données, avoir beaucoup
des bons enseignants nous aidera dans notre éducation aussi. Rapportez-vous, s'il vous plaît, au livre de Proverbes. Proverbes chapitre 11, Proverbe 11, 14. Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Et le salut il y a eu le salut, dans le grand nombre des conseillers. C'est incroyable, c'est magnifique. Il semble que les anciens écrivains bibliques auraient pu écrire des codes pour programmer une bonne intelligence artificielle. Ils savaient qu'il a fallu rechercher de bonnes données, rechercher de bonnes choses et rechercher aussi beaucoup de bons enseignants. Mais il nous manque une dernière pièce de casse-tête, dernière pièce de puzzle, le troisième pilier qu'il avait mentionné. Nous avons déjà vu que comme l'intelligence artificielle imite notre intelligence, nous avons besoin de beaucoup de données, de bonnes données ou de bonnes expériences et de beaucoup de bons tests ou beaucoup de bons éducateurs. Mais il faut aussi faire ces tests ou s'éduquer, si on veut, beaucoup. Il faut s'éduquer beaucoup. Il faut se tester beaucoup. Et nous ne devrons jamais cesser d'essayer dans nos vies de nous relever de nos bas, d'avoir le courage de nous remettre sur pied et de marcher à nouveau après une chute. Nous devons être résilients face à de nombreuses épreuves, reconnaître que nous sommes des êtres imparfaits ou des machines vivantes imparfaites. Ce n'est qu'après de nombreux tests que nous parviendrons finalement à entrer dans le royaume de Dieu lorsqu'il viendra dans notre monde. Lisons un dernier verset aujourd'hui. Rapportez-vous à l'Évangile selon Matthieu. L'Évangile selon Matthieu, chapitre 18. Matthieu 18, et nous allons lire les versets 21 et 22. Matthieu 18, 21. Alors, Pierre s'approcha de Jésus, et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? » Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Jésus aurait pu dire, il faut le faire beaucoup. Il faut le faire millions de fois. Donc, nous avons terminé, nous avons fait la boucle de l'histoire que je voulais en parler aujourd'hui. Et nous avons parlé sur quelques bases de l'intelligence. Et il semble que les auteurs bibliques auraient pu écrire un très bon code informatique. Nous avons besoin de beaucoup de bonnes choses, d'être enseignés par beaucoup de bons professeurs. Et nous avons besoin aussi du courage d'essayer encore beaucoup de fois. Si l'une de ces choses n'est pas faite assez bien, nous risquons d'avoir un renseignement corrompu. Et la collecte de toute l'intelligence humaine corrompue et sournoise qui nous entoure présentement met notre intégrité physique et spirituelle en péril. Ce n'est qu'avec la faveur de Dieu dans son royaume que nous aurons l'intelligence la plus parfaite et la meilleure pour bien manier nos outils, qu'il s'agisse des marteaux, d'énergie nucléaire ou des codes informatiques artificiels qui imitent notre intelligence, telle que l'intelligence artificielle. En attendant, prenons grand soin de bien nourrir notre intelligence. Essayons de bien nourrir l'intelligence de ceux qui nous entourent.